Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 30e podcast. Donc ce soir, c'est les environnements de travail, donc pour les freelances. Donc on a 3 invités. On a Éric Martin, salut Éric. Bonjour. Thomas Villain, salut Thomas. Salut. Thomas François, salut Thomas. Bonjour à tous. Et Valérie Galassi, salut Valérie. Salut. C'est 4 invités, du coup, pas trop. C'est vrai. Alors ce soir, c'est un peu exceptionnel parce qu'on est ensemble. Il nous manque Mathieu. Donc Mathieu, on a une pensée pour lui parce qu'il a fait un pique-nique dans la forêt. Et il est tombé malade. On a voulu faire original pour le meet-up et voilà, Il c'est sacrifié. Ouais. Donc c'est la deuxième partie. Et on va quand même laisser nos invités se présenter. Toi, en plus, Thomas, t'es nouveau, parce que t'es pas là pour le premier épisode. Mais comme on est galant, on va quand même laisser la parole à Valérie. À toi, Valérie. Tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors, écoute, je m'appelle Valérie, donc j'habite à Nice. Je suis intégratrice web freelance depuis quelques années. C'est pas un secret, j'utilise WordPress pour monter mes sites. Et voilà, c'est tout. Ok. Et j'organise des meet-up aussi à Nice, donc si vous voulez vous inscrire. Bonsoir à tous, je m'appelle Thomas François, je suis développeur freelance, un petit peu touche à tout et surtout spécialisé en WordPress en Normandie, à Caen. Donc je travaille avec quelques agences locales et j'essaye de travailler avec Thierry depuis un moment, mais on va y arriver. On va se trouver quelque chose pour se caler. Merci. Thomas ? Et moi aussi, je m'appelle Thomas, donc Thomas Villain, designer et graphiste de formation, et je suis plus spécialisé dans la création de thèmes sur mesure. Voilà. Et tu essaies de travailler un peu avec Thierry. Voilà, je travaille un petit peu avec Thierry, moi aussi. Et Thomas, c'est aussi notre super designer du WordCamp Nice aussi. Ah oui, merci. C'est vrai. Ah oui. Je prépare tous les goodies du WordCamp Nice pour le 19 octobre. Éric ? Je m'appelle Éric Martin, je suis graphiste, formateur WordPress. Je suis co-organisateur du WordCamp Paris. Et puis bénévole au WordCamp Nice, j'ai très hâte d'y être. Et voilà, c'est tout. Et puis Éric nous reçoit ce soir. Donc, Tout à fait. Hein, Tout à fait. voilà. On a quelques radiateurs à vendre, si vous voulez. Qui veut commencer ? Donc on pourrait peut-être commencer sur, normalement, la bonne pratique, ce serait de travailler en local en premier. Donc est-ce que vous avez, vous, des configurations particulières ? Qui veut commencer pour parler un peu de son workflow par rapport à ça ? Eh ben, allez-y, je me lance. Oui. Alors, la première fois, moi, que j'ai travaillé en local pour monter un WordPress, c'était avec Mamp, parce que je suis sur Mac. Et Mamp, la version gratuite. Hein. Et pendant plusieurs années, j'ai bossé avec ça. Et ensuite, j'ai découvert Local de Flywheel, que j'ai testé quelques mois. Et puis finalement, je suis revenu sur Mamp Pro. Voilà, que je trouvais moins lourd que Local, finalement. Je trouve qu'il prenait pas mal de ressources. Et Mamp Pro pouvait créer des VOS et tout. Donc, je trouvais ça bien aussi. Parce qu'au début, je développais tout avec le localhost 2.88. Là, je trouve ça sympa de plutôt mettre des vrais noms de domaine. Par contre, moi j'ai la version Mamp Pro aussi, mais est-ce que tu peux facilement gérer le SSL, par exemple, dans Mamp ? J'ai essayé, ça a bugué. Ouais, c'est ça qui est bien avec Local. Et il y a un autre truc que j'adore dans Local de Flywheel, c'est que tu as Mailhog qui permet en fait de tester les envois de mails en local. Et donc quand tu fais des boutiques en ligne, c'est génial parce que tu as tous les mails transactionnels qui remplissent pas ta boîte mail en fait, que tu as dans une interface à part. D'accord. Ça c'est vraiment bien. Oui, parce que dans Mamp, les mails ne fonctionnent pas. Oui, non. Ouais, donc voilà. Et avant de savoir qu'on pouvait travailler en local, je travaillais exclusivement sur le serveur, en installant WordPress d'abord sur le serveur, et puis en enregistrant les fichiers du thème en ligne. Quoi. Donc ça s'appelle le Cowboy Coding. Exactement. Ouais. Bah non, je savais pas. Cowboy Coding. Voilà. Et donc après, tu fais une migration.
Et après, voilà, je fais une migration, j'upload tous les fichiers, je recrée une base, j'exporte ma base locale que je remets en ligne, et puis je change toutes les URL de base. Ah ouais, l'ancienne. Voilà. Tu utilises pas des outils comme All-in-One du WP Migration? Absolument pas. Ah, ça marche très bien. Hein. D'accord. Ok. Bon. Valérie, toi, tu veux nous parler un peu de ton workflow? Bah écoute, alors moi aussi, j'ai commencé par développer des sites en ligne. Ah, okay. Mais en fait, pas visibles par les internautes. Et puis sinon oui, en local, alors jusqu'à présent j'utilisais MAMP, la version gratuite, et là dernièrement j'ai testé Local by Flywheel, ou local, je sais pas comment vous dites, parce qu'en fait ce que j'aime bien c'est que en fait on peut avoir une URL que je peux partager temporairement avec mes clients, et du coup c'est pas mal parce que je peux leur montrer en ligne, enfin chez eux, comme je travaille à distance souvent, je peux leur montrer l'évolution du site. Alors j'ai fait des tests il y a pas longtemps parce que justement je voulais voir si tout allait bien ensuite quand je migrais vers un serveur, et puis ça buguait parce que j'étais sur un serveur qui était pas à jour au niveau de la version MySQL. Et en fait, en cherchant, j'ai eu des tuyaux sur Twitter, et j'ai utilisé Duplicate, le plugin Duplicate, Duplicator, pardon. Et en fait, avec ça tout a bien fonctionné. J'ai pu corriger donc le bug MySQL, et voilà, donc en plus c'est super rapide, super simple. Ça fait la réécriture des URL tout seul. Enfin, je trouvais ça génial quoi. Ouais, c'est un peu comme All-in-One WP Migration. Ouais, c'est la même chose. Ok. Et Eric? Alors moi, en local, j'utilise Desktop Server. Oui. C'est Serverpress qui fait ça. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus léger que Flywheel, que par ailleurs j'aime beaucoup. Alors par contre, c'est payant. C'est une version gratuite, mais je crois qu'on peut faire qu'un site, puis il y a des options en moins. Donc c'est un logiciel payant. Je le trouve pas mal du tout parce qu'en fait, on retrouve un peu toutes les fonctionnalités qu'il y a dans le local. C'est un peu moins smarty au niveau design, c'est Microsoft. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais par contre, du coup, je trouve qu'il y a des petites fonctionnalités d'import, d'archives, de sites, ou de choses comme ça qui permettent de travailler assez rapidement, de mettre en place assez rapidement un site en local. Et il y a aussi une fonction d'export qui permet de pas utiliser de plugin, puisqu'en fait, à la volée, il va réécrire les URL dans la base de données, il va générer le fichier. Puis après, on n'a plus qu'à uploader la base de données et puis à uploader les fichiers, en fait. Donc, du coup, c'est pas mal. C'est pareil, ta Mailbox Viewer qui permet de voir les mails. Et puis, tu as aussi un utilitaire, c'est ngrok. Ah bah oui. Ouais, c'est ce qui permet de partager c'est la même chose dans le code. ngrok. Donc voilà, c'est vraiment mon outil de prédilection. C'est vrai que je trouve que Flywheel, c'est un beau soft, mais il est quand même relativement lourd. Et moi, j'ai eu des plantages. J'ai eu 1 ou 2 plantages quand même assez violents, où notamment un où j'ai pas réussi à récupérer mes sites. Il a fallu que je réinstalle tout. Enfin, ça a été vraiment. Pourtant, il stocke ça dans un dossier. Ouais, mais j'ai pas réussi moi à récupérer. Et du coup. Le gros intérêt de Local, c'est quand même de pouvoir créer des environnements spécifiques, en fait, avec du Nginx, du Apache, des versions de PHP différentes. Donc, du coup, comme ils virtualisent en fait l'environnement, du coup, ça permet en fonction du serveur sur lequel on va mettre en production le site et de sa configuration, du coup, ça permet d'avoir une configuration locale qui est presque fidèle à celle qu'on aura en production. Oui. C'est ce qu'ils ont prévu. Alors, normalement, les soft-servers, c'est vrai que je les trouve un peu... je pense qu'ils sont en plein dev, parce qu'ils sont en train de sortir des bêtas là, depuis 6 mois, on va dire. Et donc, ils vont arriver à la version 4.0, et je pense qu'à mon avis, il y aura quand même pas mal de changements sur la 4.0 à ce niveau-là.
Parce que pour l'instant, ils sont assez faiblards à ce niveau-là, sur le choix de la plateforme derrière, Nginx ou... Tu peux juste expliquer ce que c'est là, le ngrok? Ngrok, c'est pour partager les liens, en fait. C'est un utilitaire qui sert... Alors après, techniquement, je ne sais pas comment ça se passe. C'est juste pour les gens qui connaissent pas. Mais ça permet en fait c'est ce dont parlait Valérie avec Flywheel, c'est exactement la même fonctionnalité. Ça permet d'aller partager une URL sur le site qu'on a en local et de l'envoyer à quelqu'un par mail et qu'il puisse regarder le travail en cours. Et ça, il n'y a pas dans Membre Pro ce truc-là. Je crois pas. Non, je crois pas. Ça, c'est dommage parce que c'est ce que j'aimais bien dans Flywheel aussi, c'était partager. Voilà, parce que le travail en local, en un clic, envoyer une URL. Bah, du coup, tu fais comment, Thomas, maintenant? Je fais plus. Non, mais comment tu montres à tes clients où tu en es? Je le montre quand c'est assez quand l'intégration elle est assez avancée en fait. Quand le thème il peut être mis en ligne avec quelques contenus, généralement le design a déjà été validé. Voilà, il voit la première bêta quoi. Et puis ensuite je peux continuer le thème et puis l'uploader au fur et à mesure. Après, juste pour intervenir rapidement, ngrok c'est un logiciel qui peut s'installer, c'est un petit soft qui peut s'installer à part. Donc Thomas, effectivement, tu peux installer ngrok et l'utiliser quand même quoi. Simplement, effectivement, t'auras pas juste un clic à faire, t'auras 2-3 lignes de commande à lancer entre deux quoi. Après, il faut juste savoir que c'est dépendant aussi de la connexion internet qu'on a et que si ça rame un peu, il faut que la machine elle soit allumée. Oui. Donc, comme la personne de l'extérieur va communiquer avec notre PC ou notre Mac en local, il faut que ça reste disponible et que la connexion. Donc, du coup, il y a aussi un risque que le client arrive sur son site et trouve que ça rame, ça s'affiche pas bien. Et donc, il faut qu'il y ait un peu de pédagogie aussi au niveau du client pour lui expliquer que c'est pas les conditions optimales, quoi. Moi, je m'en sers pas, perso. Puis à chaque redémarrage, et le lien change. À chaque redémarrage, le lien il change. Alors si tu prends une version payante, tu peux avoir déjà tu peux avoir ton propre nom de domaine. Ah oui, tu peux passer par là et puis du coup tu peux avoir des URL définitives. Et j'avais une question aussi pour Eric au niveau de ton soft, l'équivalent de Local by Flywheel sur la réécriture des URL en base de données. Est-ce que dans des champs qui sont sérialisés en PHP, est-ce que ça pose pas de problème? Est-ce qu'il le gère correctement? J'en ai aucune idée. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais eu un souci. Avec des widgets transmutés ou des. Non, j'ai jamais eu un souci sur mes migrations. Alors après, je sais pas du tout techniquement derrière. Pourquoi ça poserait problème, Thomas, au moment de la migration, tu veux dire? Au niveau de la migration, en fait, le petit côté sympa en fait des sérialisations PHP, c'est qu'en fait, il met des objets complexes sous forme de chaîne de caractères, et dans cette formalisation en chaîne de caractères, en fait, il précise la longueur de la chaîne de caractères. Donc si on est sur une URL en point local et qu'on arrive en point .fr, du coup la longueur de la chaîne de caractères va changer. Et si on fait juste du rechercher remplacer brut, on va pas remplacer la longueur de chaîne, et du coup à ce moment-là PHP qui a un sens de l'humour assez limité va nous dire non, celle-là ça passe pas. Et là, ça va planter. Voilà, des outils de migration, généralement, les plugins WordPress qui gèrent ce genre de choses le font très bien, mais justement, le soft qu'utilise Eric, je sais pas, est-ce qu'il est spécialisé WordPress ou est-ce qu'il a prévu ce genre de cas, en fait? Il y a un export avec du remplacement d'URL, donc c'est pour ça, en fait, est-ce qu'il détecte les champs qui contiennent justement du PHP sérialisé et qu'il le gère ou pas? Et c'est surtout que ça va même au-delà de ça, c'est que il y a les données sérialisées avec donc cette histoire d'index et de chaîne de caractères derrière. Donc, et puis il y a aussi des plugins ou des thèmes en fait qui encodent de manière assez exotique dans la base de données, en échappant les anti-slash et en codant en hexa. Revolution Slider par exemple, il met pas HTTP // il met un code hexadécimal pour les slash en fait. Et donc du coup, si tu fais remplacer les HTTP // c'est pour ça que ça marche pas.
Et donc du coup, même en utilisant des BSR, chercher un DPS et compagnie, si tu sais pas comment ça fonctionne, ça marche pas. Donc du coup, tu mets ton site en production, et là ton slider il est pété. Si t'as pas fait les remplacements dans les trucs sérialisés, tes widgets ils vont sauter, ou t'as des options qui sautent. Hein, et si tu utilises Visual Composer, par exemple, le constructeur de page, t'as aussi des problèmes. A priori, donc, ils maîtrisent bien la chose, puisque j'en ai fait il y a pas longtemps avec du Visual Composer de tous les côtés. Le pire, c'est Theme Fusion, c'est un éditeur de thèmes. En fait, eux, ils encodent. En fait, quand tu utilises leur builder là, au lieu de mettre ça dans le The Content, en fait, ils prennent le contenu du builder, qui sérialise à leur sauce là, ou en JSON, je sais pas trop quoi, et en fait, ils encodent ça en méta. Donc en fait, c'est une chaîne de caractères cryptée. Et donc, si jamais tu n'utilises pas leur outil pour modifier les URL, quand tu mets ça en production, ça marche pas. Donc, du coup, il faut quand même, au-delà des outils qu'on utilise, il y a une grande maîtrise à avoir sur les thèmes ou les plugins qu'on utilise. De toute façon, moi, je le fais jamais vraiment direct, puisque je fais toujours une première, à un moment donné, je fais quand même une livraison en pré-prod sur une adresse cachée, pour montrer au client le site. Pour recéter un minimal le site quand même. Donc, du coup, je le fais déjà une première fois sur une autre adresse. Donc, j'ai jamais eu de souci de ce type-là avec. Toi, Thomas, tu utilises quoi du coup? Et du coup, moi, je suis un vilain Windowsien. Donc MAMP, j'ai pas accès, mais j'ai l'équivalent WAMP. Donc pendant très longtemps, j'ai utilisé WAMP avec effectivement des virtualhosts pour répliquer l'URL de production pendant un moment. Et j'ai découvert Local by Flywheel. Donc maintenant, c'est ce que j'utilise parce que c'est plutôt bien fait, c'est simple d'utilisation et j'ai beaucoup aimé la fonctionnalité effectivement de MailHog qui permet de tester tous les mails qui partent, les fonctions d'export, d'import et aussi la fonction des blueprints qui permet d'avoir des installations par défaut de WordPress avec des environnements de configuration précalibrés quoi. Donc pour partir très vite, c'est plutôt sympa. En fait, je crée un site WordPress, j'installe quelques plugins, j'installe le thème que je veux et je l'enregistre, j'y touche plus et je peux m'en servir en fait comme modèle de base. Et quand je crée un nouveau site, je choisis ce modèle de base et il me reprend le WordPress justement dans l'état où je l'ai laissé. Donc ça permet d'avoir des plugins préactivés, des configurations qui sont là éventuellement. Et derrière, pour la migration, effectivement, soit utiliser du duplicator, ou alors un autre plugin qui est plutôt sympa, c'est le plugin de migration qui est fait par Updraft aussi, qui marche plutôt bien, mais qui est payant pour le coup. Et qui marche sur des petits sites en fait, parce qu'après quand tu as des sites qui commencent à être un peu costauds avec une grosse base, pas mal de fichiers, ça patine un petit peu quoi. Ah, j'ai pas encore testé sur des grosses configs. Ouais, ça... Alors c'est pareil, c'est comment, c'est All-in-One WP Migration, il a une limitation en taille. Oui, 512. Ouais. 512 mégas. De fichiers, tout compris. Tout compris. Tout compris, ouais. Alors, Grégoire, tu avais trouvé une astuce, hein. Tu faisais les médias à part ou quelque chose comme ça ? Tu peux mettre les médias à part, tu les charges en FTP du coup. Tu peux les exclure dans ta sauvegarde. Ça peut être un moyen de contourner. Sur PC, sur Windows, ça rame pas trop local. Parce que j'ai eu plusieurs stagiaires où c'était très très long sur Windows. Oui, ça alors à l'installation, oui. À la création de la machine virtuelle, ouais, carrément, ça patine dans la semoule. Par contre, une fois que c'est créé, à démarrer, franchement, ça démarre en quelques secondes, quoi. Ok. En fait, tu regarderas tes ressources CPU et RAM. Et quand tu vas commence pas à être désagréable. Déjà, Windows, à la base, il te bouffe déjà une partie de la RAM. Et en plus, tu lances le local. Alors là, t'as déjà 2 Go de RAM qui sont pris, quoi. C'est bien possible. Mais je t'avoue que ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment regardé. Ouais. Donc ça, moi, c'est ce qui me fait un peu arrêter de l'utiliser, en fait. C'est que c'est très pratique, mais... Pour la mise en production Non, pour la mise en production, on peut utiliser des systèmes d'industrialisation, de mise en production continue, enfin des déploiements continus, des trucs comme ça.
Là, on va parler plus de trucs un peu plus artisanaux. Oui. Il y a, pour ceux qui utilisent Manage WP, pour éventuellement monitorer leur site, faire la maintenance ou autre. En fait, ils ont intégré une version qui est encore en bêta, qui permet de prendre un site qui est en production et de le copier en local, et aussi de prendre un site en local et de le mettre en production. Et donc du coup, on peut travailler en local, il prend ce qu'on a en local, et en fait, on a juste à inscrire notre site de recettes ou autre dans Manage WP, et en fait, il fait la mise en production. Alors ça marche pas encore nickel, c'est encore en bêta, mais je pense que d'ici quelques temps, ça fait un mois que c'est sorti, en tout cas, ça fait pas longtemps. Ouais, et c'est pareil, ils ont un système de clonage. Oui. On peut cloner son site et le dupliquer à notre adresse directement en ligne. On peut le mettre sur un sous-domaine, le déplacer en miroir sur un sous-domaine, etc. Alors ça bug un peu, pareil quand il y a des grosses bases de données. La partie où il fait la mise à jour des URL, là, des fois il y a des timeouts et ça plante un peu, quoi. Le Manage WP, moi j'ai eu une fois j'ai eu un souci quand même, une fois sur une restauration de site. Moi je m'en sers pour mes clients aussi. Je trouve que c'est quand même super efficace comme outil. Et j'ai eu une fois un souci en voulant restaurer un site, il m'a explosé. Là. Il a fallu que je récupère une archive et que je le fasse à la main au final, parce que ça n'a pas du tout fonctionné au niveau des caractères. Après, il y a aussi une autre astuce, c'est on peut très bien zipper son site en local, faire un zip, prendre ce zip et le mettre sur le serveur FTP. Donc du coup, on n'a pas 5 ou 6 000 ou 8 000 ou 15 000 fichiers. Parce qu'en fait, ce qui prend du temps en FTP quand on bouge les fichiers, c'est le nombre de fichiers, quoi. Donc des fois, il vaut mieux un seul gros fichier de 300 mégas finalement. Et après d'avoir un petit script PHP en local qui fait un unzip en fait, une commande en fait qui va dézipper le truc en local, quoi. Donc ça c'est le cas de figure le plus simple, hein, on bosse en local puis on met en ligne, mais parfois on a des projets où il y a déjà un serveur. Et puis du coup il faut apporter la nouvelle version. Alors on la démarre en local et puis après il faut mettre à jour le site en ligne. Et donc ça serait quoi la meilleure approche? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure, j'imagine? Thomas, t'as des trucs pour ça? Ça dépend, mon capichef. Ça dépend comment on démarre en fait. J'avoue que sur ce genre de configuration, donc pour le coup, c'est vrai que là où j'ai dû faire, on va dire quasiment l'intégration continue, en fait, c'était un site qui était guidé, donc un accès FTP très complexe. Donc en fait, on se connectait en SSH et on faisait du git pull directement. Donc je faisais les modifs en local, je uploadais sur un serveur intermédiaire sur un Git et derrière je me connectais sur le serveur de production, je faisais un pull de la master et après je reportais les modifs qu'il y avait en base de données directement dans le back office. Je remodifiais ce qu'il y avait à faire. Toi Thierry, t'as un autre cas de figure? Souvent c'est que soit tu remplaces le site. Et dans ces cas-là, il faut juste mettre le site en maintenance. Ouais. Alors l'idéal, c'est de déplacer tous les fichiers dans un dossier temporaire, les nouveaux fichiers, de préparer la base de données dans une nouvelle base de données dans l'idéal, de préparer tout l'environnement et après de faire le switch. Donc soit de faire repointer le nom de domaine sur le nouveau dossier, soit de faire remplacer le fichier, quoi. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on travaille directement sur les serveurs, c'est quand même assez rapide. On déplace 8000 fichiers d'un dossier à un autre. Et donc précharger, ça marche bien. Et c'est comme, pareil, si on travaille sur deux serveurs différents, des fois c'est plus intéressant de faire les transferts de fichiers en SSH depuis le serveur A vers le serveur B, plutôt que de les ramener chez soi et de les ramener après. Les connexions entre serveurs, c'est hyper rapide, c'est du gigabit, donc on déplace les sites hyper rapidement, quoi. Mais du coup, la question qui se pose, c'est qu'en fait, quand tu fais des modifs de configuration assez importants dans ton WordPress, donc qui vont modifier des données en base de données, comment tu vas le gérer quand il y a un ajout d'article qui est hyper fréquent en fait. C'est-à-dire que tu peux pas laisser ton site en l'espace de 2 heures, il va peut-être avoir 3 ou 4 articles nouveaux. Donc comment tu gères ce delta de contenu entre les deux? Bon, ça c'est compliqué ça. Là c'est le déploiement continu de bases de données en fait. Donc soit c'est un gros site et
Et là, il faut trouver, il y a une méthodologie à mettre en place. On arrête à un moment donné de saisir du contenu et le temps de faire la migration, et après on transfère le delta qui a manqué. Donc souvent c'est les actualités qui bougent, donc ça on peut faire éventuellement un export depuis WordPress avec des dates définies, donc ça, et faire un import de l'autre côté. Je sais pas si c'est à ça que tu pensais. Si, justement, parce que j'ai bossé sur un site là, celui dont je parlais avec l'histoire de Git et compagnie. C'est qu'en fait, il y avait une actualité qui était postée toutes les 10 à 20 minutes. Donc en fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, en fait, on disait au rédacteur, là, pendant 3 heures, en fait, vous arrêtez de toucher à quoi que ce soit. On rapatriait les fichiers via Git. Et après, en fait, on reportait toutes les modifications de configuration dans le back-office. On les faisait à la main. On avait tout noté sur papier avant et on répercutait tout. Et du coup, après, on leur disait, c'est bon, maintenant, c'est mis à jour, vous pouvez continuer à saisir des trucs. Sur les fichiers en SSH, c'est assez simple parce qu'on peut faire des commandes, en fait, pour faire des miroirs, en fait, et lui, il va copier que les fichiers qui ont bougé, en fait. Donc, par exemple, pour les médias, on peut aller prendre que les nouveaux médias qui ont été ajoutés et c'est automatique, en fait. Les commandes SCP ou autres. C'est pour ça qu'en fait l'avantage de Git, en fait, c'est que après ça, c'est un truc, une habitude que j'ai prise, c'est que le dossier d'upload, il est toujours ignoré, en fait. Il est jamais pris en compte sur Git. On ne prend que les fichiers de plugin et de thème. Donc en fait, quand on le rapatrie, effectivement, on se soucie pas du tout de ce truc-là, quoi. Après, il y a un autre truc qu'on fait aussi, nous, c'est qu'on utilise Amazon S3 pour les médias. Et en fait, il y a une extension qu'on met dans WordPress pour lui dire que tous les médias, en fait, qu'on upload, en fait, ils sont pas gérés par WordPress, ils sont envoyés sur Amazon. Et du coup, les fichiers sont tous là-bas. Après, il y a juste la base de données finalement à synchroniser, quoi. C'est pas les mêmes qui font des migrates. L'extension, c'est Amazon S3 Offload ou un truc comme ça. Je pense que c'est derrière. Mais si, c'est VPMU, non. Je sais plus. Alors, je t'entendais un peu parler de Git, Thomas, donc est-ce que parmi vous, certains utilisent du versionning? Eric? Non, pas trop. Pas trop. Non, okay. Pas trop de versionning. Thierry? Oui. Ok. Thomas, un peu? Oui, moi aussi. Sur GitHub ou Bitbucket. Pareil. Ouais. Thomas aussi, donc si j'ai bien compris. Et Valérie? Tu utilises un peu de versionning? En fait, ça fait pas longtemps que je me suis mise à Git, en fait. Je suis en train d'apprendre à utiliser Git en ligne de commande. Et pourquoi tu fais pas avec un GUI? Ça te gêne? Avec une application, tu veux dire? J'aime bien, en fait. Je préfère. J'ai essayé SourceTree. Ok. Et en fait, je préfère passer par le terminal. Ok. Bon, après, ça fait pas longtemps que je m'y suis mise, donc SourceTree, par exemple, que j'utilise, je le connais pas super bien, mais en fait, SourceTree, je l'utilise juste pour voir l'arbre en fait que ça fait, mais après, j'utilise plutôt la ligne de commande sur le terminal. Mais par contre, ce que je me pose comme question, alors pour l'instant, j'ai vraiment testé en local sur ma machine. J'ai pas de repos, c'est ça comment on appelle ça, voilà, de dépôt. Et je sais pas par contre si par exemple un jour je passe sur un dépôt, comment faire avec la base de données. Faut que j'apprenne à gérer ça. Versionner la base de données, non, c'est. Non. Donc en fait, quand tu fais un push, il faut re-uploader la base de données. Ou la mettre à jour. Tu as des outils qui le permettent. Tu peux le faire aussi avec WP-CLI. Tu peux. Non, non, je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Sur Git, ça va être principalement les fichiers en fait. Oui, donc la base de données, comme elle est pas, à moins que tu aies une extension qui fasse un backup de la base de données, mais c'est. DB Migrate le fait. Tu as une extension. DB Migrate te permet de synchroniser les bases. Et il peut synchroniser les médias dans la version pro aussi. Ok. Ça, c'est possible, mais non, sinon t'as pas le choix. C'est vraiment que les fichiers statiques. Que les fichiers statiques, ok. Et quand tu dis que tes dépôts sont en local, c'est que du coup t'as installé Git sur ta machine et t'as pas de compte Bitbucket? Non, pas encore, mais ça fait un mois que j'apprends.
Je te conseille fortement quand même de prendre Bitbucket, c'est gratuit en plus pour les dépôts privés. GitLab, c'est beaucoup mieux. Ou GitLab, mais et au moins ça te fait quand même si jamais ta machine plante pour une raison X ou Y, si demain tu dois travailler avec une autre personne ou c'est quand même. Mais c'est une vraie tannée quand même, hein, Atlassian sur leur interface. GitLab est beaucoup plus simple, je trouve. D'accord. Aussi, je trouve que c'est un gros bordel. Je sais pas, enfin, honnêtement, moi j'utilise Bitbucket, mais après je l'utilise à travers SourceTree en fait. Donc, du coup, la tannée Atlassian, je t'avoue, je la subis pas trop. Oui. Bah, surtout que, par exemple, sur SourceTree, en fait, une fois que tu as plugué ton compte GitHub ou autre, en fait, il est capable d'aller chercher tous les dépôts distants, de pouvoir les cloner en local. Enfin, il y a quand même, tu peux faire du Gitflow pour faire éventuellement des patchs ou enfin, il y a quand même. Après, je pense que la plupart d'entre nous, on utilise les outils quand même par une faible proportion de tout ce qu'on peut faire avec. Quoi. C'est sûr. C'est bon. Et voilà, d'avoir des dépôts distants, c'est quand même. Nous, on utilise tout le temps ça. Quoi. Enfin, Et je dis un gros plus 1 pour Gitflow. Sur le travail, quand on est plusieurs à travailler sur un même projet, c'est vraiment cadré et c'est plutôt facile à utiliser et ça évite pas mal de problèmes, de conflits sur des branches communes. Alors du coup, tu as gagné le droit de dire ce que c'est. De quoi ? Hein ? Je suis désolé, j'ai quelque chose sur le feu qui sonne à la porte. Alors Gitflow, en fait, c'est... comment l'expliquer ? C'est des fonctionnalités de Git, pour moi, qui sont un petit peu packagées. En fait, c'est qu'on va diviser notre dépôt en 2 branches principales. La master, donc qui est la version théoriquement celle qui est en production, et une branche develop qui va être celle qui va être entre guillemets en pré-production. Ensuite, à chaque fois qu'on va, un des utilisateurs, du coup, je ne suis pas le seul à me plaindre de l'écho. Et donc, à chaque fois qu'un des développeurs va effectuer une ou plusieurs modifications, en fait, il va créer ce qu'on appelle une feature, donc une branche séparée où en fait il va faire ses petits développements. Et une fois que c'est terminé, en fait, il va pouvoir merger, donc mélanger quelque part les modifications qu'il a faites sur la développe. Et ça se fait vraiment en quelques clics. Et une fois que c'est prêt, en fait, on peut préparer une version intermédiaire sur cette branche develop qui va être pushée sur la master directement. Je sais pas si je suis clair ou si j'ai oublié des trucs, mais j'ai pas envie de me perdre dans la technique entre les deux. Non, en fait, c'est une méthodologie plus, pour un ensemble d'outils pour faire tout ce qui est fixation de bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou autre, et de pouvoir donc créer des branches. Les identifier et puis après les fusionner en fait. Voilà, et personne n'a testé le nouveau client Git Sublime Merge? Ah non. Mais du coup, c'est quelque chose qui est dédié à Sublime Text ou c'est un truc qui peut s'utiliser sur un autre IDE? Non, c'est un client Git quoi, qui est autonome. D'accord. Enfin, c'est pas une extension, mais donc c'est comme Tower, comme SourceTree, apparemment. Et puis je crois que c'est le même principe de licence que Sublime Text. Oui, c'est pareil. Donc ça peut être pas mal quand même. Je ne connaissais pas, donc tu piques ma curiosité. Ouais, moi je vais le tester aussi. Alors après, il existe des outils qui permettraient de connecter une installation WordPress en ligne avec un dépôt Git. Du coup, si on travaille en local, on le charge sur un dépôt Git en ligne et après WordPress met à jour en fait les fichiers statiques. Alors, je crois que tu avais essayé cet outil déjà, Eric, non? Tu n'avais pas un moment fait des tests? J'ai plus le nom en tête. Oui, comment il s'appelle déjà cet outil? Ça te dit rien, toi, Thierry? Si, faudrait qu'on le remettra dans les notes, mais c'était un beau projet, ça, parce que ça permettait de gagner vachement de temps. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'a pas été trop grand, quoi. Je me suis pas retrouvé. Ouais. J'ai trouvé que c'était un peu complexe. C'était quoi le principe? Dès que tu pushes, ça met en ligne en fait, dès que tu pushes... Quand tu fais un commit, en fait, le WordPress le récupère. Et... Voilà.
Et oui, je trouvais l'idée pas mal, et après, moi, j'ai eu du mal à le mettre en œuvre, donc du coup, j'ai abandonné un peu là. Oui, il était encore en bêta. Après, si on utilise des logiciels pour développer, il y a certaines solutions qui permettent donc de faire son développement, donc avec des aides X ou Y pour nous assister au développement, mais aussi de pouvoir générer ses commits depuis l'outil et voire même faire des push FTP mise en ligne en fait de ce qu'on vient de modifier, quoi. Il y a l'application Windows là, pour le code. Il y a PHP Storm qui le fait. Mais il y a aussi l'autre là, qui est gratuite, qui est lancé Microsoft. Visual Editor. Qui marche sur Mac et PC. J'ai un Visual Editor, c'est Code Editor qui... Ouais, je suis pas allé jusqu'au bout encore. Oui, effectivement, j'ai vu un tweet de Mathieu là-dessus. Oui, lui, il a l'air bien fan. Donc, on a vu les serveurs, on a vu en local. Après, on parlait un peu des éditeurs. Est-ce que vous avez au niveau du code, vous avez des préférences? Thomas, tu veux commencer? Moi, j'utilise depuis longtemps Coda de Panic sur Mac. Voilà, qui est un IDE qui a serveur FTP intégré. Ouais, c'est ça qui est vraiment bien pour ça. Donc en fait, on peut créer tous ces projets dans l'appli et puis tous les fichiers, on peut publier directement les fichiers modifiés. Je trouve ça pas mal. Et est-ce que tu as toujours la prévisualisation en direct? Oui, en fait, on peut splitter l'écran en deux et puis on a une partie code, une partie preview. Moi, je trouve ça top pour tout ce qui est CSS. Ouais. Après, ils ont copié sur Dreamweaver un peu. Ouais. Non, là, c'est vraiment un navigateur. Et il y a c'est un vrai navigateur avec l'inspecteur de code, donc on peut débugger aussi en même temps. Mais c'est l'inspecteur de Safari, par contre. Oui. Ouais. Par contre, moi, je le trouve un peu lourd. En fait, ça fait longtemps qu'il date là maintenant. Ouais. Il est un peu lourd. Il y a beaucoup de code, il est long à charger. Et il manque des fonctionnalités aujourd'hui. Puis même la version de WebKit qui fait les previews, elle est vieille, quoi. Ouais. Donc, toi, c'est dommage. Tu utilises quoi, Thierry? J'utilise beaucoup de PHP Storm. Il y avait un côté pratique pour en fait quand tu charges un WordPress, en fait il indexe toutes les fonctions, toutes les classes, il sait reconnaître que c'est un WordPress, etc. Donc il est capable quand tu vas mettre un filtre ou un hook, d'aller te trouver l'endroit dans le code où est défini ce hook ou pas, de retrouver les fonctions où elles sont définies. Enfin donc il y a des choses assez poussées. Après, alors j'ai changé de machine il y a pas longtemps, mais sur mon ancienne ça me bouffait de RAM. Mais, donc du coup je suis retourné sur Notepad qui suffisait largement pour le niveau de développement qu'on fait, quoi. Mais là maintenant avec une machine un peu plus costaud, on va voir ce que ça donne. Sublime Text et puis le navigateur Chrome. Enfin, je suis en train de basculer sur Firefox Developer Edition, qui est pas mal. Je trouve vraiment. Et t'as vraiment l'enregistrement direct comme Chrome? Oui. Ouais, qui est beaucoup plus rapide. Apparemment, ils ont un projet dans Chrome où on pourra partager ce qu'on fait en local, en ligne. C'est un peu le principe de ce qu'on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est un projet en cours. Ils bossent dessus. Le problème de Chrome, c'est que quand tu commences à avoir une paire d'onglets dans Firefox. Dans Firefox. Oui, c'est dans Firefox. Oui, parce que dans Chrome, dès que tu as 10 onglets ouverts, t'as Chrome d'un côté et Slack de l'autre, c'est bon. Valérie? Moi, j'utilise Sublime Text. J'avais testé NetBeans. Moi, je suis bien avec Sublime Text, en fait. J'ai commencé avec ça et voilà. Et toi, Thomas? Du coup, j'utilise une belle usine à gaz qui s'appelle PHP Storm. Voilà. Même punition. C'est vachement bien. Moi, j'avoue que depuis que j'y ai goûté, c'est payant, je paye ma licence et j'ai grand plaisir à la payer parce que le confort apporté est vraiment plutôt bien. Ouais, moi j'utilise encore Sublime Text, j'aime beaucoup, j'ai pas trouvé plus rapide encore. Et dans le CSS, je fais 90% dans l'inspecteur de Chrome. Et j'enregistre en direct dans les fichiers. Mais moi aussi j'utilise Firefox pour les développeurs et il est vachement bien aussi, je trouve. Ouais, je préfère quand même l'interface d'inspecteur de Chrome. Je la trouve encore un petit peu vieillotte sur Firefox. Notamment le sélecteur de couleurs, je trouve un peu bon.
préfère celui de Chrome. Après, dedans, tu vois le grid layout, tu vois les choses Oui, comme ça. c'est ça qui manque. Alors par contre, Ils continuent à développer. Là, ils ont un onglet mise en page. Je sais pas encore regardé vraiment. Non, mais c'est vrai. Mais il manque, par exemple, il y a un truc tout bête, mais quand on est dans l'inspecteur de Chrome, on peut se mettre en mode mobile, comme sur Firefox, mais on peut pas dézoomer, en fait, c'est facile, par exemple, dans l'inspecteur de Chrome, de dire que ton site, dans l'inspecteur, tu l'affiches à 50%. Et du coup, quand tu as un écran un peu juste, tu peux avoir ça peut simuler des écrans très grands et c'est plus facile pour travailler. Oui, après, c'est vrai qu'il y a quelques détails entre les deux. Ouais. Et puis, tu as le nouveau qui te permet la nouvelle option. J'avais écrit un article sur ça, qui permet d'enregistrer, en fait, vous travaillez sur un site en ligne, vous voulez corriger quelques éléments, eh bien, vous dites, le CSS, je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et du coup, vous travaillez dans l'inspecteur, il va toujours enregistrer sur le bureau. Et même quand vous changez de page sur ce site, c'est persistant. C'est ça qui est intéressant. Et après, on a juste à glisser ce fichier en FTP et ça met à jour le vrai site. Et du coup, là, je vais me jouer un petit peu l'avocat du diable sur la question. Tu enregistres le CSS et ça, franchement, c'est une fonctionnalité qui est super sympa. Mais à partir du moment où tu travailles en SaaS, avec du SaaS, ça se passe comment? Alors, apparemment, tu peux aussi. Je connais quelqu'un qui l'utilise avec SaaS. Ouais. En fait, il peut compiler. Je sais pas s'il compile, mais en tout cas, il sait identifier le fichier SAS. Ça, il sait déjà. Mais on peut faire live size, apparemment. J'ai vu l'option. Je l'ai pas testé, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup bossé avec ça. C'est là, je reviens du CSS plus classique, parce que de travailler dans l'inspecteur m'intéresse tellement plus que finalement, même si je perds un peu en productivité entre guillemets, je préfère largement travailler en direct. Voilà, donc je fais moins de ça maintenant. J'avoue que ça marche apparemment. J'ai pas testé, mais a priori ça marche. J'ai un collègue qui travaillait aussi dessus quand il travaillait en local, mais avec du SaaS en ligne. En fait, je me demande un petit peu comment ça se passait. Donc voilà, c'est à savoir si vous aviez testé, mais du coup ça veut dire qu'il faut expérimenter un petit peu plus. Alors dans Chrome, il faut que tu actives les fonctions expérimentales. T'as une page de réglage spéciale. Et après, une fois que tu l'as activé, il te met un truc qui s'appelle Live SaaS. Mais voilà, j'ai pas testé. Donc a priori, c'est en cours. Donc on a vu donc les éditeurs de code. On a vu. Alors peut-être on peut aussi un peu parler. Ça paraît un peu vieillot, mais on peut parler aussi des clients FTP quand même. Ouais. Ça sert de temps en temps. Donc qu'est-ce que vous utilisez, Thierry? Toi, tu utilises, laisse-moi deviner. Là, cette semaine, j'ai acheté FileZilla version pro. Non, mais FileZilla, franchement, ça marche très bien. Oui, c'est une super. Et là, ils ont sorti une version payante. Oh, avec une interface moderne. Non, la même merde. mais qui permet d'aller se connecter à du Amazon S3 ou à d'autres services, en fait. Et donc ça, c'est plutôt pas mal parce que dans l'exemple des podcasts, par exemple, quand on veut, nous on héberge les audios des podcasts sur Amazon, là on peut faire directement via son client FTP. Ça me change la vie. Ok. Non, puis FileZilla, en fait, il y a une petite astuce, c'est que nous on est amené à travailler à plusieurs sur des serveurs, enfin les mêmes serveurs en fait. Et en fait, il y a un fichier de configuration qu'on peut faire et qui peut être mis sur un Dropbox ou sur un Google Drive ou autre, et en fait qui peut être partagé à plusieurs et via des liens symboliques en fait qu'on peut créer. Et donc du coup, tout le monde travaille avec la même base de fichiers en fait, de listes et de serveurs. Et donc c'est-à-dire que quand éventuellement moi je rajoute d'un côté un nouveau serveur, toute l'équipe le récupère. Le seul truc qu'il faut penser à désactiver, c'est l'encodage des mots de passe dans les fichiers de configuration, parce que ils les encodent en base 64, donc il faut juste faire un base 64 des codes et on a les mots de passe en clair. Mais après, si on utilise des logiciels type KeePass, OnePassword et consorts, en fait, on héberge les mots de passe là aussi qui peuvent être partagés et on met pas les deux choses au même moment. Alors moi, j'utilise Transmit, qui est un vieux logiciel sur Mac.
Mais la dernière version est assez géniale parce qu'il y a depuis longtemps Amazon S3, hein, ça fait longtemps. et maintenant on a Dropbox, donc ça c'est intéressant quand on a plusieurs comptes Dropbox, parce qu'on peut charger directement sur Dropbox. Et il y a surtout une fonction, il y a 2 fonctions que j'adore. La fonction synchronisation qui marche très très bien. Et puis aussi une fonction où on peut enregistrer son serveur en image disque. Donc du coup on pourrait éditer en direct les fichiers et les enregistrer directement sur le serveur. On pourrait faire en enregistrement. Donc ça j'aime bien beaucoup cette fonctionnalité. Mais moi aussi j'utilise pas mal Transmit, mais ça l'image disque ça a jamais bien marché. Ah bon, d'accord. Enfin, je l'ai testé plein de fois parce que je trouvais ça sympa. Justement une image comme une clé USB. Ouais, c'est ça. Et ça plantait tout le temps. Ah ouais. Et je trouve que la dernière version, l'interface, elle est un petit peu moins claire que... Moi, j'aime bien. Là, je suis d'accord. J'aime moins la liste des téléchargements. On peut plus relancer ceux qui sont stoppés. Le bouton de déconnexion, il est tout petit. Je trouve qu'il y a plus de manip à faire pour avoir accès aux informations que sur l'ancienne. Par contre, il est beaucoup plus rapide. Ouais, il est bien. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est un peu... Peut-être ça va évoluer, je sais pas. En tout cas, les fonctions de synchro sont très rapides. Ouais, ça va beaucoup plus vite que de charger en FTP. C'est juste le fond, quand même. Très très puissant. Ouais. Donc j'utilise aussi celui-là. Ouais. Valérie, tu utilises quoi, toi? Et ça marche que sur Mac, hein, par contre. Transmit. Moi, j'utilise CyberDuck. En fait, j'ai utilisé très longtemps FileZilla. Et en fait, je trouve l'interface moche. Et en fait, depuis que j'utilise CyberDuck, je suis super contente en fait. Je trouve elle est facile, enfin c'est pratique, voilà quoi. Bah, moi, je trouvais pas très très stable dans les dernières fois que j'ai utilisé, mais souvent ça plantait, toi, dans les chargements. Moi, ça fait quelques mois que j'utilise, j'ai jamais eu de soucis. Et toi, Thomas, alors, tu utilises, laisse-moi deviner, tu utilises FileZilla, Dreamweaver. Bonne réponse pour Dreamweaver. Je démarre le logiciel juste pour uploader mes fichiers. Il y a un client FTP, mais alors non, effectivement, j'utilise assez régulièrement FileZilla, mais quand je suis sur certains projets, je configure le client FTP directement dans PHP Storm et j'upload directement depuis l'IDE en fait. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'en fait on peut configurer dans l'IDE, dans le projet, on peut configurer plusieurs serveurs. Dans ce cas-là, un petit clic droit et on upload sur un serveur de pré-prod ou un serveur de prod sans changer de logiciel, sans rien quoi. Je suis un petit peu feignant comme garçon. Donc on a vu les éditeurs de code, on a vu les clients FTP. Quel environnement de travail est important encore? Pour la base de données, on peut utiliser MySQL Workbench pour se connecter à des bases de données distantes, sauf sur typiquement les hébergeurs type OVH ou autres, où en fait on peut pas se connecter à distance sur les serveurs, mais sur ceux où on a la possibilité de le faire. Ça permet de pouvoir aller consulter une base de données distante, la cloner en local éventuellement, de faire des requêtes, faire plein de choses. Est-ce que vous utilisez des outils comme WP-CLI? Parce que ça c'est quand même très pratique pour changer des URL, il y a plein d'outils qui sont intégrés. Pour générer les miniatures. Oui. Eric, tu utilises un peu? Non, je n'utilise pas. Désolé. Comment on l'installe WP-CLI? Sympa parce qu'on comprend. Sur Windows, en fait, il faut installer Composer. Et en fait, après, ça se fait via Composer. Et puis, il faut Node.js. Non, même pas. Non. Donc, en fait, attends, je te dis des bêtises. En fait, non, il faut télécharger le fichier phare. Donc, le fichier PHP. Et en fait, après, faire un lien dans le système, dans Windows, dans le pass, pour aller lier appeler Ah non, vas-y, continue. En fait, Thierry, pour faire simple,
faut aller chercher WP-CLI sur Google et suivre les instructions d'installation sur Windows pas à pas. Et généralement, ça marche. Ouais, mais c'est ça, mais je crois que c'est le fichier .far à mettre, et puis après, c'est pas très compliqué. Franchement, c'est en 5 minutes, c'est fait, quoi. C'est 5 minutes, ouais. Et d'ailleurs, même sur Windows, je conseille d'utiliser, ça y est, il m'a fait perdre le fil, d'utiliser, de pas passer par le terminal de commande classique là, d'utiliser PowerShell, voilà, qui permet d'utiliser les commandes Unix en fait. Et donc du coup en fait on peut faire quand même des trucs assez poussés et donc WP-CLI marche nickel là-dedans. Et donc du coup on peut se créer des petits scripts comme ça quand même pour faire certaines choses. C'est assez sympa. Ok. Et WP-CLI, on peut faire du cherche and replace aussi d'ailleurs, de mise à jour en base. Donc là, tu parles en local, tu travailles en local. Ou en SSH aussi, tu peux. Parce que je crois que si tu veux travailler à distance, il faut que les hébergeurs ils soient. Il faut qu'ils aient WP-CLI quoi. Ouais, c'est ça, il faut que je l'ai installé. Ouais. Ça peut pas s'installer en standalone. Ça peut pas s'installer en standalone. C'est-à-dire sans avoir besoin d'installer des fichiers dans le système. Donc même sur un mutualisé dans l'absolu, tu places ton fichier PHP qui va bien. Et puis du coup ça démarre quoi. Ouais, le fameux fichier phare là, tu peux. C'est ça. Surtout si tu pourras utiliser les commandes WP et puis lancer ta commande, il faudra que tu appelles ce fichier là et que tu lui passes les commandes. Mais j'ai vu chez un des hébergeurs, maintenant ils proposent quasiment tous. Chez One and One ça y est, OVH ça y est. Ah oui. ODeswitch. ODeswitch, le truc qui est chiant, c'est que tu n'as pas accès au SSH de base en fait. Il faut demander. Ouais, faut envoyer un email avec ton adresse IP et c'est terminé quoi. Les mecs, franchement, dans l'heure, ils répondent. Ouais, mais Madame Michel connaît pas son adresse IP. Ouais, mais Madame Michel, elle est pas chez ODeswitch. Et puis elle fait pas de SSH. Ou One and One. Ah bah justement, vous passez par qui pour l'hébergement? Oui, bonne question. Alors moi, je passe par mon arrobase et ODeswitch. Pourquoi? Quels sont les avantages, inconvénients de chacun Mon arrobase, c'est parce qu'il y avait intégré un système de sauvegarde initialement, c'était mon truc initial, et puis je le trouvais relativement intéressant. Ce qui était intéressant en fait, c'est qu'on paye un abonnement et on a un peu le système qu'ils ont mis en place sur ODeswitch. Où on a des environnements séparés en fait, une interface WHM. Ouais. Pour multi-compte en fait. Ouais. Donc du coup en fait chaque client a sa propre instance, son propre cPanel. Ouais, son propre cPanel. Donc ils sont complètement autonomes. Donc ça je trouvais ça pas mal. Je trouvais le contact aussi pas mal. Le support est top. C'est je sais pas, il dort jamais. Ouais. Il est tout seul. Je crois qu'il est tout seul ou alors ils sont pas beaucoup. Moi je l'ai pris un samedi, il m'a appelé quoi. Ouais. Le gars t'appelle pour prendre rendez-vous, pour après discuter un peu si on connaît pas l'environnement WHM et tout. Donc assez bluffant quoi. Ouais, puis moi je dépose des tickets de support des fois et tu choisis la priorité, je laisse en bas mais il répond tout de suite. Donc moi je suis vraiment. Pourtant il y a tout. C'est mon arrobase là. Ouais. Il y aurait moyen de lâcher un petit lien dans le fil de discussion. Ah bah on est loin c'est monarrobase.net du clavier. Demande à Google. Tape WP-CLI Windows. Oui, c'est ça, c'est monarobase.net. Et toi Valérie, du coup tu passes par qui niveau hébergement? J'ai longtemps bossé avec OVH et je suis en train de les quitter parce que je suis vraiment pas contente. J'ai pas mal de sites qui sont souvent en rade. Là par exemple tout à l'heure le problème que j'ai eu quand j'ai voulu tester Local by Flywheel en migrant un site pour faire un test, ça a planté. C'était chez OVH parce que la base MySQL elle était pas à jour. Donc voilà, du coup je suis en train de les quitter et là j'ai testé ODeswitch où j'ai été assez contente. Après voilà. Bon, après des fois je bosse avec Gandhi parce que c'est mes clients qui sont chez eux, mais Gandhi je suis pas très fan parce que c'est un peu l'usine à gaz. Des fois ça
ça crée des trucs, ça te pose des problèmes, quoi. L'autre jour, je me suis battue, j'ai mis en ligne un WordPress. Il m'a créé 2 URL, donc deux sites miroirs. Enfin bon, c'est un peu pénible. Gordy, le gros souci qu'il y a souvent, c'est les process PHP simultanés. Donc, si tu prends du simple hosting, c'est que pour peu que tu aies beaucoup de traitements qui sont faits au niveau de PHP, en même temps, en fait, t'es limité à 3 process, je crois, pour le truc de base. 2 ou 2. Ouais, donc, il suffit qu'à la même microseconde, t'envoies une newsletter, tu lui demandes un truc et je sais pas quoi, et le truc, il est en erreur 500 pendant plusieurs secondes ou plusieurs minutes. Donc, ça, c'est un peu embêtant, quoi. Il faut une grosse formule, du coup, c'est super cher. Et c'est super cher, quoi. Après, c'est super cher, ouais. Bon, après, je l'utilise comme Registar, ça m'arrive, mais l'hébergement, j'évite. Thomas, tu es chez qui? Gandhi, j'ai testé à l'occasion. Par contre, il y a une stabilité qui est quand même super intéressante. Ouais. C'est pas l'offre de base, c'est l'offre SIM. Le simple hosting, en termes de performance, en tout cas à l'époque, c'était quand même hyper performant. Mais en termes de performance, j'ai aucun reproche à faire à Gandhi. C'est juste l'interface pour gérer justement ton hébergement, je la trouve super austère en fait. Pour des techniciens, c'est pas forcément gênant. Mais dès que tu veux juste des trucs simples, ouais, ça devient vite compliqué pour le coup. Après, j'utilise régulièrement OVH. Là, j'y suis pour rien, c'est mes clients qui choisissent. Je suis un petit peu fâché avec eux parce que je trouve qu'ils ont des offres alors qui au niveau tarif sont intéressants, mais au niveau qualité de service étaient bien. Mais il faut bien prendre en compte la conjugaison. Plus le temps passe, et moi je trouve que c'est performant, c'est stable. Le support, c'est une vraie tannée. Dès qu'il y a besoin d'une intervention technique, un truc un peu qui sort des clous, tout de suite c'est passé 3 heures en attente sur une hotline pour avoir un mec qui connaît la technique qu'à moitié. Et donc au final, moi en perso, et quand j'ai le choix, je vais chez O2 Switch. Ok, et Thomas? Moi, comme Eric, mon arrobase et puis quelques sites chez O2 Switch aussi. Moi, j'ai O2 Switch pour les sites de test. Pas mal aussi, ce site. Et j'ai surtout WP Engine depuis combien de temps? Ouais, c'était un des premiers, ça, je crois. Ouais, j'ai démarré en 2010, ouais, WP Engine. Et au début, c'était Jason Cohen au support, c'était marrant, le cofondateur. Il répond encore? Oui, je pense qu'il répond encore. Ouais. Mais, du coup, en fait, je l'ai testé parce que j'avais... Pourquoi le WP Engine en fait? Qu'est-ce qu'ils ont en fait, parce qu'à l'époque, c'était un des seuls qui faisait vraiment de l'hébergement dédié WordPress. Et comme j'avais à l'époque pas mal de projets, de multisites pour des écoles où il y avait parfois 600 sites sur la même install, j'avais besoin d'hébergeurs qui connaissaient bien ce type d'environnement. Et ils m'ont sauvé la mise plus d'une fois. Et puis surtout, c'est que, ils ont rajouté très rapidement aussi une géolocalisation européenne. Oui, et puis il y avait aussi le staging qui était là dès le début, ouais. Donc ça c'est vachement pratique. Et dès qu'il y avait des patchs de sécurité, ils avaient une routine derrière qui permettait de régler ça très rapidement, et ils testaient aussi leur environnement avant les mises à jour. Quand la mise à jour est faite, ils testent eux sur leur environnement, et puis après ils vous préviennent, et vous pouvez toujours bloquer la mise à jour si vous le souhaitez. Et puis, ils t'interdisent aussi de certaines extensions. C'est ça, ouais. De surprendre au début. Ouais. Et puis, ils avaient le cache intégré, donc ça, c'était vachement bien. Et ils ont maintenant de plus en plus d'hébergeurs longs. C'est ce qu'on appelle le TTFB, c'est le tag to the first byte. En fait, c'est le temps de réponse du serveur. Et ils avaient à l'époque, en tout cas, des temps de réponse assez rapides. Donc, du coup, on avait des sites qui étaient très rapides à l'affichage. Et puis, ils ont eu rapidement des serveurs en Europe, donc d'abord avec l'inode, et puis après, ils sont passés petit à petit sur les serveurs Google. Voilà, mais moi, je suis hébergé en Belgique. Voilà, je suis très content. J'ai une dizaine dont certains multisites, mais j'ai 10 installations chez eux. Puis ils sont rapides, quoi. Le support va être rapide. Contrairement au VH. No comment. Voilà. Moi, j'ai deux serveurs illimités chez One and One. mais en attendant, j'ai jamais eu un pépin. Jamais. Il y a eu forcément des moments où ça c'est pas joignable ou des trucs comme ça, mais en fait quand tu commences à avoir plusieurs centaines de sites en maintenance, tu te rends compte que les sites dans la journée ils sont régulièrement
plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes en rade, donc tous. Donc ça c'est inévitable en fait. Si tu prends les 99,9% de disponibilité là que toutes te garantissent, si tu prends les 0,1% qui restent, ça fait quand même une sacrée paire de minutes sur l'année en fait. Donc il y a quelques clients qui sont chez VP Server, donc chez qui l'offre s'améliore de plus en plus. Au début, c'était comme toute nouvelle offre un peu artisanale et autres. Maintenant, ça commence à être une offre qui peut être considérée, quoi. Voilà. Nous, on a fait le choix de pas avoir tout au même endroit, quoi, par contre. Donc, il y a quelques clients chez One and One, il y en a qui sont chez VP Server, d'autres chez O2 Switch. Et là, on en a testé un chez Flywheel. Oui. Voilà. Du coup, ça va être intéressant avec local. C'était le test, en fait. Ouais, c'était de voir. Ça fonctionne bien. Ouais, ça te met un peu la machine à jouer, quoi. Mais ils ont une offre, en tout cas en termes de performance, qui est vraiment, c'est assez rapide et c'est vraiment bien foutu, quoi. Et alors moi, au niveau des hébergements, du coup, j'ai un compte chez Uptime Robot qui me permet de savoir la disponibilité. Me permet de monitorer les sites, c'est gratuit. Tu peux aller inscrire jusqu'à 50 sites. Il regarde toutes les. Tu peux définir toutes les 5 minutes. C'est toutes les 5 minutes. Ah oui. Moi, j'ai un compte gratuit. Oui, moi aussi. Et tu peux le changer? Ouais, tu peux mettre plus. Moi, j'ai mis, je sais pas, toutes les 3 heures. Ah oui, tu peux le changer dans ce sens-là, ouais. Et puis, il t'envoie un mail. Ouais, il t'envoie une alerte et que c'est comme ça que tu t'aperçois que. Alors, des fois, c'est des micros, ça dure le temps qu'il t'envoie le mail, que tu regardes. Oui, c'est rétabli. Moi, j'ai un channel Slack, tu vois, depuis tout à l'heure, ça arrête pas de biper. Et en fait, tu te rends compte que toutes les 5 minutes, t'as un site qui est down, quoi. Et toi, tu te sers de manage WP, hein? Là, il y a manage WP, ouais. Et quand tu monitores les sites, tu te rends compte que pendant 1 à 15 minutes, t'as un site. Donc, et puis, il t'indique aussi si c'est un time out, si c'est... Moi, j'ai quasiment jamais sur WP Engine. Et quand il arrive une coupure, ils te préviennent une semaine à l'avance. Ils disent on va peut-être avoir une petite coupure là, mais c'est pas sûr. Mais est-ce que tu monitores en temps réel? Oui, avec Jetpack. C'est un outil intégré aussi. Alors moi, j'avais essayé Jetpack et du coup, j'avais pas les mêmes. Non, j'avais pas les mêmes résultats. J'essaierai avec Uptime. Alors du coup, je me posais la question de savoir si c'était Uptime qui allait trop loin. Ouais. Donc maintenant, je relativise parce qu'au début, ça m'a fait un peu peur quand même. Hein. Parce que c'est vrai que finalement, tu t'aperçois que. Ouais, c'est assez souvent. Et je trouve que c'est quand même un bon outil parce que là où c'est pas mal quand on a pas mal de clients pour qui notamment, moi je fais un peu de maintenance, pas beaucoup, hein, mais c'est que en fait c'est au niveau des renouvellements quand ils oublient de renouveler leur offre d'hébergement. Du coup, c'est bien de voir le time qui te dit qu'il est down et puis qui revient pas du tout. Et, bon, ça sert à pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est pas mal d'avoir ce genre d'outils. Et Valérie et Thomas, du coup, vous utilisez des outils comme ça pour monitorer des sites en ligne ou pour de la maintenance ou du suivi ou, Moi, pas encore, mais je voulais tester Manage WP justement. Donc voilà, j'apprends. En fait, j'essaie d'évoluer dans mon apprentissage en fait, et donc voilà, je vais tester plein de choses comme ça, mais pour l'instant, je l'utilise pas. Alors, par contre, sur Manage WP, je crois que c'est une offre, c'est payant, le monitoring. Ouais, c'est une option payante. D'accord. Si tu veux tester une version gratuite, tu vas sur Uptime Robot. Tu peux toujours tester là-dessus. C'est quand même pas mal, je trouve. Ouais. Toi, tu t'en sers aussi? Ouais, moi j'utilise Main WP pour la maintenance. C'est comme un Manage, quoi, sauf que c'est auto-hébergé. Et il y a une extension Uptime Robot, en fait, qui synchronise tous les sites que tu as déclarés chez eux. Et tu les as dans ton dashboard Main WP. Et tu reçois les alertes par mail et tout. Sinon tu as Infinite WP aussi qui permet d'avoir une solution auto-hébergée. Ouais, moi j'ai mes sites perso là-dessus. Ah oui. Infinite Infinite WP. Ça aussi, c'est à installer sur un sous-domaine. Ouais, tu l'installes sur un serveur. Faudrait que j'essaie. Pas mal. Et après, t'as une offre de base gratuite. Et après, t'as des add-ons pour les backups, pour
si tu veux mettre ça en marque blanche, si tu veux avoir les pings de disponibilité, enfin t'as plusieurs. Et puis surtout comme c'est auto-hébergé, tu peux créer tes propres add-ons aussi. Tu peux faire des backups en manuel aussi. Direct. Donc on parlait un peu de backup. Oui, justement, on va passer à ce sujet-là. Donc du coup, tu gères pas non plus la backup, j'imagine. La backup, généralement, je donne le conseil au départ. J'utilise beaucoup Updraft Plus, qui offre un plugin gratuit qui donne des trucs plutôt sympas, sans forcément aller trop loin, mais ça donne déjà des bonnes bases. Tu peux restaurer depuis le back-office. Alors je sais plus si c'est dans la version gratuite ou il faut une version payante, mais le backup, tu peux directement faire en sorte qu'il arrive à temps régulier, tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 heures, et le faire uploader directement sur un compte externe, genre Dropbox, Amazon S3 ou ce genre de truc. Je sais plus si c'est en gratuit ou en payant. Oui. Il y a un truc que je conseille maintenant plus souvent, c'est All-in-One WP Migration, puisqu'il a la version backup. Alors, il peut pas programmer des backups, ça c'est un peu gênant. Donc, j'ai utilisé longtemps BackWP Up, mais il n'y a pas de restauration intégrée. Alors que All-in-One WP Migration propose de faire une backup qu'on peut aussi télécharger et envoyer à peu près où on veut. All-in-One WP Migration. Il fait le test et il fait des archives super lourdes. Ah bon ? Ouais. D'accord. Tu testeras, tu verras. Tu fais la même archive avec BackWP Up. Elle est plus légère. Ah ouais. Mais il te met pas les backups dedans, c'est peut-être pour ça. Ah oui, il exclut les backups, ouais. Non, mais lui, il doit pas l'exclure, c'est pour ça. Peut-être. Là, il y avait 0 backup nulle part. Ah d'accord, ok. Et du coup, de base, ça fait un fichier qui était vraiment plus lourd. J'étais assez surpris. Okay. Tu utilises quoi, toi, Thomas ? Moi, je fais des backups avec MainWP. Okay. Je fais les backups sur son installation. Et je fais un deuxième jeu de sauvegarde avec BackWP Up sur un serveur, un NAS distant. Et MainWP, tu l'installes sur un autre serveur ? Oui. Ok. Oui. Sur un sous-domaine. Et puis c'est automatisé, alors pas le même jour, pas tout le même jour, mais j'essaie d'étaler un peu. Parce que sinon il y a pas mal d'erreurs. Quand ils sauvegardent tout à la même heure, là il y a 10 ou 12 sites, et souvent la moitié ils sont foirés. Quoi. Oui, d'accord. Et ça c'est important à souligner, du coup il vaut mieux étaler. Ouais. Thierry, toi tu utilises quoi ? Pour les backups Facile. T'es sûr ? D'accord. Non, j'ai longtemps utilisé BackWP Up là. Et le problème qu'il y a, c'est que en fait, ça dépend des types de sites, quoi. Donc, en fonction de la taille des sites, on peut avoir des systèmes comme ça qui tournent sur du WordPress et puis qui vont faire pousser ça sur un FTP, un Amazon ou Dropbox ou autre. Le problème, c'est quand on commence à avoir des sites un peu costauds et puis des clients un peu bourrins qui balancent des images de 8000 pixels, trucs à 3 mégas et compagnie, au bout d'un moment, ça coince un peu. Et donc, là, il vaut mieux passer par des solutions serveurs ou des solutions plus sous forme de script. Donc, on peut très bien faire un script SSH sur une machine et qui va faire de la synchronisation d'un serveur à un autre, faire un backup de base de données, faire des choses incrémentales aussi. Donc, le premier backup prend du temps, mais après, derrière, les autres, il va prendre que ce qui a changé. Moi, j'utilise BackWP Up. Et puis, sinon, j'utilise pour certains clients, j'utilise ManageWP pour les clients qui sont en maintenance. Et puis, de temps en temps, il peut m'arriver d'utiliser Backup Buddy. D'ailleurs, Backup Buddy, c'est un petit peu celui que j'attendais au tournant. Est-ce que lors de la restauration, tu as déjà eu des problèmes ? Parce que je sais que Backup Buddy, j'avais utilisé sur 2 sites et franchement, en fait, le souci qu'il m'avait posé, c'est quand tu crées une sauvegarde de la base de données, il te crée en fait moult archives. Donc quand tu restaures depuis le back-office de WordPress, ça passe. Mais dès que tu veux faire une restauration un petit peu à la main, que tu es un petit peu en galère, c'est une vraie tête, quoi. En fait, tu es obligé d'importer 15 ou 16 ou 20 fichiers, quoi. Au niveau de la base de données ? Ouais.
tu as une option normalement que tu peux cocher où il fait un seul fichier. D'accord. Donc c'est juste que je sais pas configurer le plugin. De mémoire, c'est dans les options avancées de Backup Buddy. Tu peux lui dire de ne faire qu'un fichier. Après, parce qu'effectivement, c'est assez relou. Sinon, tu as toutes les tables. Il fait un fichier par table, en fait. C'est ça. Après, ça, selon la taille de ta base de données, moi, dernièrement, on a travaillé sur une base de données qui faisait plus de 80 mégas. Ça va, déjà, c'est pas grand chose. Ça, je te parle du zip, du gzip. Ah, d'accord. Et donc, quand tu dois importer ça de l'autre côté, tu fais pas ça avec la fonction d'import de PHPMyAdmin, quoi. donc, d'avoir après des fichiers qui sont splittés table par table, des fois, ça peut être pratique. En tout cas, il y a une option dans Backup Buddy, et ouais, effectivement, j'ai déjà eu un souci avec les imports comme ça. Ah ouais, quand c'est trop gros, j'ai été obligé d'utiliser en local, de grand local, d'utiliser Big Dump, SQL. SQL, ouais. Sinon, j'arrivais plus à... Après, honnêtement, passer une certaine taille de base de données, vaut mieux coder le fichier SQL via FTP ou via SSH et lancer la ligne de commande directement. N'importe quel outil en termes de graphique ne sera pas assez efficace pour ça. Franchement, il est costaud. Hein. Moi, il m'a mouliné la base sans souci, quoi. J'arrivais pas du tout avec les autres. Là, l'avantage de le faire en SSH directement sur le serveur, c'est que tu t'exploites tout le potentiel du serveur. Donc, mais je sais pas le faire. Après, j'avoue que dernièrement, là, j'ai eu l'occasion de travailler avec un site. La base de données faisait plus de 3 gigas. Et il y avait 6 ans d'archives d'actualité quotidienne. Donc à ce moment-là, franchement, le petit côté SSH et la commande MySQL directement sur le serveur fait plaisir. De toute façon, dès que tu travailles sur des sites de presse, tout ça, t'es obligé de travailler sur les serveurs. T'arrêtes là, l'artisanat. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr, je comprends bien. Trop de violence pour le plugin. Non, mais il y a une limite, en fait. Du coup, voilà. Non, mais je vois bien, parce que moi, l'histoire de la base de données, c'était pourtant pas un site énorme, mais il y avait pas mal d'archives, pareil, d'actualité, avec beaucoup d'images, et je me suis retrouvé avec un truc à manipuler, j'ai galéré, quoi. Et là, c'est pour ça que c'est intéressant de bloquer aussi les révisions dans le WP config, de les limiter à 3 ou à 5, parce que... Et alors d'ailleurs, juste une petite remarque, parce que tout à l'heure, on a mangé ensemble, on a parlé de Behavior Builder. Behavior Builder, si on interdit les révisions, en fait, on peut pas faire de prévisualisation. Donc, si jamais vous mettez les révisions à 0, en fait, et que vous voulez faire une prévisualisation dans Behavior Builder, ça marche pas parce qu'en fait, il utilise la révision pour faire un état qui va t'afficher. Et donc, du coup, il faut mettre à 1 ou à 3, en fait, les révisions pour que ça marche. Bon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup aux deux Thomas. Merci. Merci Eric. Une petite pensée pour Mathieu. Merci à Valérie également. Ouais, et on se retrouve à peu près dans un mois. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Ouais. On va travailler. On va brainstormer. Ciao, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Ciao.